Bonjour et bienvenue dans le calendrier de l'Avent du produit. Tous les jours, du 1er au 24 décembre, nous allons partir à la rencontre d'un ou d'une passionnée du produit qui va nous parler de sa vision, de ses challenges et d'un sujet qui lui tient à cœur. Et aujourd'hui, c'est Philippe Larocque, product stratégiste et fondateur de Pierce PM, qui est avec nous. Salut Philippe, comment ça va ? Salut Timothée, ça va super, merci à toi de me recevoir. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Ouais, bien sûr, je m'appelle Philippe, j'ai 32 ans, je suis product stratégiste en freelance. Ça fait ça va faire une dizaine d'années que je travaille dans le milieu des startups à Paris, dans l'univers du sport principalement. Et avant de faire du produit, j'ai fait du business. J'ai été business développeur, customer success. J'ai beaucoup travaillé avec des clients, des prospects, ce qui m'a fait développer une forte appétence pour l'utilisateur. Et ce qui explique que dans mon profil, voilà, j'ai toutes les notions d'utilisabilité et de comment l'utilisateur prend en main un produit, c'est des choses qui me parlent. Et du coup, comment est-ce que t'es passé du business au produit ? Qu'est-ce qui t'a fait découvrir le monde du produit et pousser à y faire carrière ? Pour la petite histoire, en fait, ce qui s'est passé, c'est dans ma première expérience dans une startup qui s'appelle John Lee, dans laquelle j'ai commencé en tant que business développeur et après je suis passé customer success. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de 3 années d'activité, l'entreprise était en train de passer vraiment en phase de rétention. Il fallait vraiment qu'on active des utilisateurs et des clients. En fait, les fondateurs se sont posé la question de se dire il faudrait qu'on commence à faire évoluer sérieusement le produit. Et il s'est avéré que la personne qui concentrait expertise, on va dire business et utilisateur, c'était moi, pour plusieurs raisons. Parce que j'étais le premier salarié, donc j'avais vu la société évoluer, les process évoluer, les contacts clients évoluer. Et en même temps, j'avais accompagné toutes les équipes sur on va dire la construction du pôle commercial, du pôle client. Et donc du coup naturellement je me suis retrouvé avec plein d'insights si tu veux utilisateurs à la fois au customer success et à la fois au côté commercial. Donc ils sont venus un jour et ils m'ont dit écoute voilà on voudrait faire évoluer le produit, ce serait cool que tu le prennes pour ces raisons-là. Et j'ai dit ok vas-y chaud et c'est comme ça que ça a commencé. Et donc là aujourd'hui tu es actuellement product stratégiste freelance. C'est quoi un product stratégiste ? C'est pas encore bien défini. C'est vrai que j'ai pris ce terme parce que ça permettait aussi de se différencier un peu sur le marché. Moi, ce que j'entends dans la dimension de product stratégiste, c'est vraiment une personne qui va s'occuper de toute la partie définition de la vision, des missions et des stratégies produits au sein de l'entreprise. Donc, il va vraiment venir sur une partie assez haut niveau qui va mélanger aussi bien la partie product management que product ops et product discovery. Voilà. Après, ça peut englober différents niveaux peut-être un peu plus opérationnels où tu mets les mains dans le cambouis et tu fais en sorte que la stratégie soit visible, entendue par toutes les équipes. Donc mettre en application stratégie d'OKR par exemple, ou travailler avec des personnes justement pour remettre à plat la vision, soit sur la création d'un nouveau produit, soit sur un pivot. Voilà, ça peut être ce genre de choses. Ce qui fait n'empêche que tu restes quand même sur des sujets très opérationnel parce que tu es obligé de mettre les mains dans le cambouis pour mettre en application cette stratégie, mais tu pars aussi sur des sujets très stratégiques, très vision, et ça permet de mélanger les deux et moi je trouve ça très cool. Du coup t'interviens surtout en amont, j'imagine ? La plupart du temps c'est effectivement soit sur des lancements de produits, soit sur des pivot, soit sur des besoins de clarification de product market fit, voilà, ce genre de choses, des entreprises qui ont déjà un peu d'activité, donc soit qui n'ont pas encore trop d'activité, soit qui vont la lancer, soit qui ont une activité mais qui se rendent compte que soit le produit ne fit pas forcément le segment, soit que les segments d'acquisition ne fonctionnent pas trop, voilà, il y a plein de dimensions comme ça. Après ça m'arrive aussi de travailler avec des entreprises un peu plus avancées sur la mise en application de ces stratégies. Mais là, on rentre plus effectivement dans le product ops. Voilà, donc c'est ces deux niveaux-là. Là, t'es en freelance. Qu'est-ce que ça change de faire du produit en freelance plutôt qu'en entreprise ou dans un cabinet de conseil en produit ? C'est quoi les avantages et les inconvénients ? Et du coup, à qui est-ce que tu conseillerais ou pas de faire du freelance ? Alors, il y a pas mal de questions dans ta question. Je vais essayer de répondre au fil et puis après je te laisserai reprendre si j'ai oublié des choses. C'est pas évident d'être product en free. Ça dépend, on va dire, quel type de mission tu prends. Être freelance pour gérer une squad, donc être product manager associé dans une équipe,
pour gérer au quotidien la discovery, la delivery, les différentes tâches, on va dire, de product manager, c'est compliqué. Ça, là-dessus, sauf effectivement si tu pars sur un freelance 5 jours déguisé, 5 jours entiers, au remote partiel ou ce genre de choses. Mais là, en fait, c'est plus vraiment du free, c'est juste que t'es dans l'équipe, t'es en CDI, mais t'as un autre contrat qu'un contrat freelance. Si tu veux faire du 1 jour, 2 jours, 3 jours par semaine avec un client et travailler sur ce format-là, ça va être très compliqué. Parce que forcément, tes interactions avec les équipes vont être réduites, tu vas avoir de la déperdition d'informations entre les personnes, et comme tu dois forcément toujours être au nerf de la guerre, tu vas passer plus de temps à courir après l'info plutôt que d'essayer de la centraliser. Ça, là-dessus, c'est un peu compliqué. Par contre, si effectivement tu viens agir au sein d'une équipe sur des événements occasionnels, comme par exemple le renforcement d'une équipe sur une phase de discovery, venir accompagner une équipe aussi pour spéquer plus vite, pour accélérer une phase de delivery sur un temps donné, c'est possible et ça se fait très bien. Donc je dirais que pour répondre un peu à ta question de manière globale, ça dépend énormément du contexte et de la maturité de l'équipe produit et au final de ses besoins. Le freelance c'est pas forcément adapté à tout l'univers, ou on dire toute la variété des différents postes et des différentes missions possibles dans le product management, uniquement à une certaine partie dans lesquelles effectivement tu peux venir apporter une certaine valeur, échanger avec les informations, avec les personnes pour créer de l'information, et si tu veux apporter de la valeur au meilleur moment, au temps donné. Voilà. Bon, c'est une réponse un peu confuse, je suis un peu perdu, mais je crois que tu avais une autre partie de ta question, si tu me répétais un peu. Ouais, c'était plus à qui est-ce que tu conseillerais ou pas de faire du freelance. Ouais. Parce que aussi, ouais, il y a une des choses que j'ai pas dit dans la réponse, c'est qu'effectivement, dans le freelance, en tant que produit, tu peux te sentir seul très vite. Alors qu'en fait, tu peux déjà te sentir très seul très vite aussi en tant que product manager dans une équipe, parce que bah là tu te retrouves toujours à être un peu au centre de l'information, à des responsabilités, des échanges d'infos. Donc voilà, je sais qu'il y a beaucoup de PM, même en CDI, qui sont au milieu des développeurs, des designers et qui se sentent tout seuls parce qu'ils sont seuls PM. Ça peut être un peu compliqué. Donc quand t'es free, bah voilà, c'est encore pire parce qu'au final t'as pas forcément la partie viens en entreprise, échange avec les collègues, surtout si tu fais du full remote et que tu travailles avec plusieurs clients, bah tu peux pas forcément t'engager socialement, énergétiquement avec tout le monde. Donc ça, si c'est vraiment important pour toi, voilà, il faut en avoir conscience. Le PM en free, effectivement, c'est beaucoup de temps aussi seul où tu vas pouvoir te concentrer, travailler sur un sujet en profondeur et pas forcément rentrer dans beaucoup de micros d'interactions au quotidien. Donc ça, c'est une plus-value, mais ça soulève aussi que bah voilà, tous ces moments de vie ou ces moments d'échange que tu peux avoir, même d'apprentissage, voilà, tu peux échanger avec une personne, un stakeholder qui peut être soit quelqu'un du business ou un développeur sur un sujet, et voilà, discuter 20-30 minutes avec lui ou elle. Bah quand t'es en free, c'est un peu plus compliqué parce que bah voilà, t'es pas forcément dans cette ingénierie au quotidien, dans ces petits échanges informels, c'est un peu plus compliqué. Donc je dirais que pour choisir le free, il faut juste bien savoir en fait ce sur quoi tu veux capitaliser et qu'est-ce que tu veux apprendre et qu'est-ce qui est important aussi pour toi quand tu veux être à l'aise dans ton job. Est-ce que tu as besoin d'interagir très souvent? Est-ce que tu as besoin de te concentrer très fortement sur des sujets? Est-ce que tu as besoin de multiplier les projets? Voilà, tout ça c'est des questions qu'il faut se poser, je pense, avant d'être free ou avant même de prendre un CDI. Une autre notion que j'ai pas dit, c'est la notion de management. Effectivement, tu vois, quand t'es en free, bah t'as pas vraiment de manager, t'as des clients. Et la notion entre manager et client, elle est quand même assez différente par le statut. Bah juste au niveau des termes, en fait, déjà, ça change beaucoup. Les attentes aussi peuvent changer un peu beaucoup. Et effectivement, si t'as plus envie d'être managé ou de faire partie d'une équipe, bah le management peut être important. Si t'as plus envie d'être dans une notion de valeur apportée, de service, bah, peut-être qu'effectivement le freelance ça peut être adapté. Et en parlant justement d'interaction avec les autres, tu es aussi fondateur de Peers.pm, qui est une plateforme de pairing de product managers. Est-ce que tu peux nous dire en quoi ça consiste et pourquoi le choix de pairer que des product managers entre eux et pas plus de personnes différentes des produits? Ouais, bien sûr. Peers, en fait, l'histoire de Peers, c'est que je me suis posé la question comme plein de product managers, j'imagine, ici qui écoutent, bah en fait comment je peux faire pour monter en compétence.
Et ça c'était il y a 2 ans et demi, je crois. Et puis à l'époque, j'étais persuadé en fait que le meilleur moyen de le faire, c'était de trouver un mentor, ou une mentor en fait. Donc j'ai commencé à réfléchir sur un petit projet justement pour essayer de trouver facilement un mentor dans le produit, parce que forcément si tu connais personne ou que t'es pas forcément à l'aise avec la dimension de networking, et un peu direct, parce que quand tu veux être mentoré par quelqu'un, tu dis bonjour, ouais voilà, je suis telle personne, je bosse dans le produit, est-ce que je suis intéressé pour que éventuellement tu me mentores. Des fois ça peut ne pas être une conversation forcément très facile, très agréable à dire. Donc voilà, j'ai commencé à faire un peu de recherche. Donc j'ai sondé des collègues, des gens que je connaissais dans la communauté. Et puis très vite en fait, on s'est rendu compte ensemble en échangeant que c'était pas forcément ce niveau d'échange de connaissances qui était intéressant, c'était plutôt un échange collaboratif qui se rapproche un peu plus, si tu veux, du coproduct que du mentorat, où en fait tu réfléchis à plusieurs ensemble sur un sujet produit, ou voilà, une problématique produit, sans forcément la volonté d'acquérir du learning descendant ascendant en fait. Et l'histoire est née comme ça en fait, et puis quand je me suis rendu compte de tout ça, je me suis dit ok, beaucoup, on va essayer de lancer quelque chose. Et du coup Peers est né comme ça, comme étant une initiative ou un projet qui favorise justement l'échange de savoir solidaire entre product managers. Et le principe il est très simple, c'est des sessions de rencontres qui s'organisent tous les mois, où en fait une campagne mail part à la communauté, les gens disent ce qu'ils souhaitent en termes de besoins ou en termes de personnes, et après on les fait matcher directement sous 5 à 7 jours, dès qu'on a trouvé la bonne personne, on les fait se rencontrer. Et puis voilà, ça s'arrête là. Pire, c'est vraiment un échange de mise en relation qualifiée pour les product managers. Et c'est une stack no-codée de multiples outils qui mélangent du Airtable, Standing Zapier et bientôt un peu de Make. Voilà, donc c'est un produit très simple qui s'intéresse vraiment aux product managers qui veulent échanger à plusieurs ou en one-one avec différentes personnes. Vous pouvez trouver des mentors sur Peers, il y en a déjà qui l'ont fait, mais voilà, ça a été vraiment dans cet objectif-là que j'ai créé la communauté. Et pour répondre à ta question sur la partie produit, en fait, le parti pris il a été de dire que les product managers ont déjà tellement une variété de compétences, une richesse d'expérience et de profils différents, qu'il n'y avait pas forcément besoin, si tu veux, d'aller chercher des profils différents comme des tech ou comme des designers, ce qui permet en fait à la communauté d'être très spécifique sur le métier de product manager, que les sujets en fait soient harmonieux, et puis surtout dans l'activation de la communauté. Là je l'avoue de manière très honnête, activer des techs et des designers, sachant que je ne suis pas tech et je ne suis pas designer, ça aurait été beaucoup plus complexe. Et comme aujourd'hui je suis au projet, je suis seul. J'ai pas voulu, si tu veux, partir sur ces profils-là, sachant qu'il y a déjà d'autres communautés sur les designers, sur les techs ou sur d'autres profils qui le font déjà très bien. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, c'est pas fermé à ce que les choses évoluent, hein, bien sûr. Seul l'avenir nous le dira, mais pour l'instant on reste sur du PM. Et juste une question, pourquoi passer progressivement de Zapier à Make? Il y a des choses que tu peux faire avec Make que tu pouvais pas faire avec Zapier? C'est une bonne question, c'est ce que je suis en train d'explorer en ce moment. Je t'avoue que justement le no-code ça a été un apprentissage un peu expérimental, pas vraiment très structuré. Et comme j'ai pas forcément toujours le temps de me mettre sur Peers maintenant avec le free, j'explore différentes choses. Zapier me permet de faire pas mal de choses avec Airtable, mais voilà. Si je veux apporter, on va dire, une certaine intelligence sur la logique de matching, un outil comme Make me paraît un peu plus intéressant. Donc voilà, j'ai commencé à creuser, mais pour l'instant, je suis vraiment compromis, donc j'espère que je trouverai des réponses très bientôt. On passe maintenant à la deuxième partie qui concerne plus ta vision produit. Et la question que j'aime bien poser pour commencer, c'est quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui se lance dans le produit aujourd'hui? Elle est large ta question. Déjà, je poserais pas mal de questions à cette personne, parce que sans savoir vraiment qui est cette personne, d'où elle vient, quelles sont ses motivations, c'est difficile de lui donner quelques conseils. Bon, au final, je réponds un peu à ta question. Justement, j'essaierai de lui poser cette question-là, de lui dire d'où tu viens, qui tu es et quelles sont tes compétences principales. Parce qu'en fait, savoir ça va être une belle clé pour toi pour commencer dans le product management. Justement pour savoir ce sur quoi tu peux capitaliser dans tes expériences passées, ou ce que tu sais déjà ou ce que tu ne sais pas déjà faire, et justement
pouvoir te qualifier en tant que product manager. La richesse, on va dire, et la diversité du métier de product manager fait que c'est un métier qui est passionnant, sur lequel tu peux toucher à tout, sur lequel tu peux toucher à plein de sujets, tu peux être constamment challengé et stimulé intellectuellement, mais tu peux aussi t'y perdre. Et tu peux perdre beaucoup d'énergie, beaucoup de temps à chercher. Donc moi, une des choses que j'ai appris, c'est que plus je qualifie les choses le plus rapidement possible, plus vite en fait j'arrive à spécifier et à être précis dans ce que je peux apporter comme réponse. Et donc typiquement, je suis quelqu'un qui vient de se lancer ou qui va se lancer dans le product management. Savoir un peu d'où on vient, ce qu'on recherche, ce qu'on veut, c'est une clé qui est importante justement après pour mieux prendre en considération ce qui nous manque et comment monter en compétence dans le product management. Et toi, à titre personnel, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé savoir avant de te lancer dans le métier? Ouais. J'aurais aimé ne pas essayer de tout faire et ne pas essayer de tout lire, de tous les bouquins, de tous les podcasts, de tous les contenus de veille, voilà. Parce que je trouve que ça a été très formateur justement de monter en compétence sur différents sujets en consommant tout ce que la communauté de produits donne comme contenu qui est créé, qui sont extra. Hein. Enfin, j'insiste là-dessus, tous les contenus aujourd'hui qui sont créés, que ce soit des podcasts, des animations de communauté, des conférences, je trouve que c'est vraiment super. Mais effectivement, il y a un moment dans ma carrière, je me suis dit, oula, là en fait, j'ai l'impression que je lis des bouquins pour lire des bouquins et que je écoute des podcasts pour écouter des podcasts. Et ça, effectivement, moi j'aurais bien aimé qu'on me le dise. Voilà, la veille c'est bien, mais la veille qualifiée c'est mieux. Et savoir en fait ce que tu dois consommer comme contenu et pourquoi le consommer, ça peut être intéressant parce qu'au final, quand tu te rends compte que tu passes plus de temps à écouter des choses ou à consommer des contenus théoriques plutôt qu'à mettre en pratique, c'est là où justement tu as l'impression un peu de te perdre. Et dans le product management, une des choses aussi que j'ai appris, c'est qu'en fait il vaut mieux faire que d'écouter et de revendiquer, on va dire, d'une certaine manière. Donc faire des side projects, voilà, se lancer des petits challenges un peu qu'on peut faire personnellement, c'est une très bonne chose, plutôt que d'essayer de tout couvrir, tous les frameworks, tous les différents sujets, voilà. Après, ça dépend aussi des personnes, hein, et quels sont les éléments qui font que t'es le plus à l'aise pour te présenter, pour revendiquer tes compétences, voilà. Il y a des gens aussi qui ont besoin de se rassurer sur la connaissance de certaines choses, il y en a qui ont besoin plus de faire. Je pense que c'est aussi important de savoir ce dont on a besoin pour se sentir à l'aise. Et sachant ça, comment est-ce que tu fais ta veille aujourd'hui? Comment est-ce que tu restes curieux sur le produit et les évolutions? Alors, pour l'instant, j'ai arrêté. Et je faisais de la veille un peu au fil des missions. Donc, tu vois, typiquement, je rencontrais des clients, je changeais avec des gens, leur des formations, et puis en fait, il y avait un outil ou il y avait un sujet, je me disais, ok, je vais creuser ça, et pendant 1 semaine, 2 semaines, je creusais ce sujet à feu. Voilà, ça a été ça pendant un moment, ça a pas trop mal marché. Et là, j'ai essayé de reprendre un format un peu plus classique où, en fait, je sélectionne des contenus tout début de mois, que je nourris comme un backlog, si tu veux, au fur et à mesure. Des newsletters ou des choses qui arrivent, que je vois un peu sur LinkedIn ou qu'on me recommande. Et après, je mets tout dans un board Miro et puis je me le planifie sur le mois, en fait, sur des créneaux de consommation de veille. Ce qui me permet, si tu veux, de sortir un peu de ce sujet de j'ai vu un article ou j'ai vu quelque chose qu'il faut que je consomme, quand est-ce que je le consomme. En fait, là, j'ai un espèce de truc un peu carré qui me permet de savoir que je peux nourrir toujours en flux, qualifier, jeter ce qui n'est plus bon, garder ce qui est trop bon, et puis me planifier en consommation. Voilà, c'est quelque chose que je faisais pas du tout il y a 2 ans ou il y a 3 ans, où je prenais les contenus les uns après les autres, et puis je me disais, ok, faut que je dise ça, et puis je me suis perdu, quoi, comme plein de gens, donc voilà. Et toi, comment est-ce que tu vois le monde du produit évoluer? Je pense qu'on va aller vers de plus en plus de spécialisation et de spécification sur deux niveaux. Je pense qu'on va avoir les spécifications industrie, métier, et après plutôt compétences. Donc typiquement, tu vas avoir des profils de product manager, banking, product manager, agriculture tech, ce genre de choses, et en même temps des product managers qui vont avoir des profils plus orientés growth, plus orientés data, plus orientés design, ops, stratégie. En fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de très bons product managers qui couvrent un peu tous les différents éléments. Donc, ce qui veut dire en fait que le marché est arrivé à un niveau où la compétence de base, on va dire, sur le product manager, elle est atteinte. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'au final, il y a de plus en plus de postes spécifiques
qui sont en train d'apparaître, ce qui veut dire que les entreprises qui ont recruté ces product managers ont grandi elles aussi, elles se rendent compte qu'elles ont besoin de segmenter leurs besoins au niveau de leur activité de product management. Et ça, c'est symbole d'un marché qui grandit et qui se développe. Je pense qu'on aura toujours besoin de façon de product managers qui savent tout faire et qui savent, lapsus, tous les product managers ne doivent pas savoir tout faire, c'est pas ça qu'il faut dire, mais on va dire qu'ils peuvent couvrir différents sujets dans les petites boîtes, les petites entreprises. Mais voilà, on est en train de se rendre compte que les rôles du product manager peuvent être partagés, peuvent être segmentés et découpés, et ça c'est une très bonne chose. Moi j'ai vu, tu vois, typiquement dans certaines équipes en ce moment, que ce soit avec des clients ou des gens de mon réseau, en fait on est en train de distribuer les rôles du product manager. Voilà, quand on peut pas forcément avoir plusieurs product managers, et ben en fait on va splitter les rôles du product manager et on se rend compte que le product management, c'est pas forcément que lié au product manager, c'est aussi lié en fait à toute l'équipe, les designers, les développeurs, et éventuellement les stakeholders, les parties du business. Et ça, je trouve que c'est une très bonne chose parce que ça nous fait sortir un peu du syndrome du héros et du product manager un peu tiroir qui va résoudre tous les problèmes à coup de bâton magique, de baguette magique, pardon. Et voilà. Donc ça, je trouve que c'est une très bonne chose. Après, il faut effectivement pas non plus enfermer les product managers dans les cases, et j'espère que ça pourra permettre justement une certaine lecture un peu plus fine au niveau des compétences sur le marché. Mais j'espère pas effectivement que ça va nous mettre dans quelque chose de très très catégorique et que si tu fais tel sujet ou tu as telle industrie, tu peux pas faire autre chose, parce que justement le principe du product management, c'est qu'aussi tu développes des compétences pluridisciplinaires et qui fait que tu peux toucher un peu à tout, quoi. Et justement, tu parlais de ces profils qui se spécialisent. Qu'est-ce qui du coup fait pour toi une bonne équipe produit? Une bonne équipe produit, c'est une équipe déjà qui n'a pas peur de tester et n'a pas peur de se planter. Enfin, je pense que c'est un premier bon critère en termes de valeurs et de skills. Et deuxième chose, c'est qu'ils se donnent les moyens de tester et de faire en sorte que on puisse rapidement mettre en place des crash tests, une logique de test and learn. Et troisième point, effectivement, c'est pour compléter ce que je disais un peu plus, c'est que les rôles au sein de l'équipe soient bien distribués et qu'il n'y ait pas de charges accumulées au sein par exemple d'un développeur, un tech lead, un designer, au niveau aussi bien de l'ownership politique que technique. Voilà, que les rôles soient assez bien distribués et que l'information reste transmissible et accessible avec une documentation et une culture de l'écrit plutôt forte. Voilà, ça je trouve que c'est des éléments des signes qui montrent que l'équipe produit se donne les moyens de réaliser ses objectifs quant à la structure de structure. On passe maintenant à la troisième partie qui est le thème du jour, et aujourd'hui on va parler donc de apprendre et évoluer dans sa carrière produit. Quelles sont pour toi les manières qui existent aujourd'hui pour continuer à apprendre et gérer au mieux sa carrière? Le truc de base, je pense, c'est d'échanger. Ça c'est quelque chose que je surrecommanderais à tout le monde. Et puis d'oser aussi. Donc plus tu échanges avec des gens, plus tu oses, et puis vice versa. Plus tu oses, plus tu vas échanger avec des gens. Et puis des fois tu vas te rendre compte qu'une conversation de 15-20 minutes avec un ou une product manager va t'ouvrir la porte sur un sujet sur lequel tu étais bloqué pendant des semaines. Et donc ça, je pense que c'est le premier point, on va dire, sur lequel tout le monde devrait capitaliser, c'est ne jamais arrêter d'échanger entre product managers, aussi bien de manière informelle que de manière formelle, pour justement être toujours nourri en idées, en apprentissage et en stimulation. Ça c'est la première chose. Et après c'est revenir un peu à ce que je te disais un peu plus tôt, quand tu sais un peu plus qui t'es, ce que tu recherches, ce que tu vaux, capitaliser ou investir sur les manquements que tu peux avoir dans ton profil. Donc par exemple si t'es product manager business, si tu veux investir un peu plus dans la tech ou dans la data, peut-être faire une formation même dans ce sens-là. Aujourd'hui il y a pas mal de formations qui sont proposées à la fois court, à la fois en part-time, à la fois en full-time, qui permettent de te former là-dessus. Puis voilà, pareil, si t'es un PM plutôt tech data et que tu veux faire un peu plus de business, peut-être déjà échanger avec des gens qui sont un peu plus business, éventuellement faire une formation peut-être en discussion ou en présentation orale ou juste en business commercial.
Et puis le troisième point, je pense que c'est encore une fois la pratique. Donc les projets que tu peux faire dans ton cadre professionnel, dans ton cadre personnel, sont toujours un moyen d'apprendre et de mettre en place des choses que tu as pu voir dans le cadre professionnel ou dans le cadre personnel, mais que en fait tu fais échanger entre les deux. Ça, je mets juste un petit warning là-dessus, c'est que même si faire des projets et qu'on dit qu'on est rentré dans l'ère des projets et que c'est très bien d'avoir des side projects, je pense qu'il faut quand même faire attention aussi à l'équilibre pro-perso. Faire des projets, on va dire, un peu transverses dans ta vie perso ou dans ta vie pro, pour progresser en tant que product manager, c'est bien. Que demain, ça vienne occuper trop de place par rapport à ton équilibre personnel, je pense pas que ce soit une bonne chose, parce qu'on peut très vite se faire happer d'énergie et en fait se retrouver avalé un peu par tout ça. Donc dans toute la partie, on va dire, apprentissage, attention à la surconsommation de contenu et à la surmotivation entre guillemets. Ça, tant que t'as pas pris un mur, en général, t'as un peu du mal à t'en rendre compte. Donc voilà, ça m'est arrivé comme à plein d'autres. Quand tu prends le mur, tu te dis ok, bon là il faut que je ralentisse. Là, c'est là où tu te dis que ok, c'est bien d'apprendre, c'est bien d'être un bon product manager, mais c'est quand même bien aussi d'être bien dans sa tête, dans ses baskets et d'être à l'aise là-dessus. Et c'est pas parce que tu seras jamais le meilleur product manager ou la meilleure product manager de la planète parce que tu connais tout ce genre de choses, bah c'est pas grave en fait. Tu seras toujours une très bonne product manager parce que tu sais les choses et t'as envie de continuer d'apprendre sur cette chose-là. Mais voilà, ça c'est, je pense que c'est très important. Et tu parlais de formation à l'instant. Donc comme on l'a dit en intro, t'as fait le service de pairing de product manager Peers pour justement aider à apprendre entre pairs, mais tu es aussi headmaster et intervenant chez Maestro et mentor chez Open Classroom et coach de PM Junior. Donc j'imagine que l'apprentissage c'est un sujet qui te tient à cœur, pardon. Pour toi, comment est-ce que toutes ces manières d'apprendre qui sont un peu nouvelles, genre via des formations en ligne ou en présentiel ou en bootcamp, se complètent et permettent justement de progresser? Bah, en fait, là où je pense que l'offre de formation elle est assez riche et complète, c'est qu'elle s'adapte à tous les formats et à tous les profils d'expérience. Donc en fait, il y a des gens dans la formation qui ont besoin, qui veulent accéder à de l'apprentissage très vite, très fortement. Il y en a qui veulent y aller un peu plus à leur rythme, avec un peu plus d'accompagnement, avec un peu moins de pratique ou un peu plus de théorie. Et aujourd'hui, là-dessus, par rapport aux choses que tu as citées et par rapport à toutes les autres choses, hein, il y a plein d'autres choses que tu peux trouver, d'autres bootcamps, des formations en ligne. Moi, j'avais commencé avec une formation sur Udemy, par exemple. Bon, voilà, ça m'avait donné les bases, c'était hyper pratique. Donc ça permet justement de s'adapter un peu à toi, ce qui t'attend et ce dont ce que tu attends et ce qui est important pour toi en termes de formation. Et j'ai pu le voir, hein, effectivement, tu me disais, chez Maestro, chez Open Classroom, tu vois différents types de personnes, comment ils ont envie d'apprendre, à quel rythme, de quoi ils ont besoin en termes d'accompagnement. Voilà, tu vois, t'as des gens qui ont besoin d'être assurés, t'as des gens qui ont besoin d'être challengés, t'as des gens qui prennent le syndrome de l'imposteur plus sérieusement, d'autres moins sérieusement, d'autres qui sont un peu plus humbles, d'autres un peu moins humbles, tu vois, voilà, ça fait que ça change un peu justement l'approche que tu peux avoir aussi en termes d'accompagnant et d'essayer justement de toujours un peu t'adapter à la personne avec qui tu discutes, pour lui proposer le meilleur accompagnement possible. Ça a toujours été quelque chose d'important pour moi, parce que je le vois toujours comme un effet miroir en fait, je me dis de quoi la personne a besoin en fait. Qu'est-ce qui est important pour elle et qu'est-ce que je peux faire à ma hauteur, à ma limite pour l'aider et pour l'accompagner. Et ça en fait je me suis rendu compte de tout ça à la fois en étant des deux côtés, c'est-à-dire à la fois en étant des gens parce que je me suis fait former, j'ai été accompagné par les gens et en même temps j'accompagne les gens aujourd'hui. Et je me suis rendu compte de tout ça en travaillant sur ces deux points. Tu parlais du syndrome de l'imposteur, justement j'avais une question qui était, au final le produit c'est quand même beaucoup de soft skills. Comment on fait pour faire former des gens sur un métier qui repose beaucoup sur des soft skills et quelles sont les compétences les plus dures à maîtriser avec brio quand on fait du produit? Je pense que le meilleur moyen d'apprendre entre guillemets c'est la mise en pratique le plus rapidement possible et la plus adaptée au contexte dans lequel tu es. Donc typiquement, que ce soit avec des gens que je coach ou dans les formations que je donne, j'essaie toujours, si tu veux, de contextualiser, d'en savoir le plus possible sur la personne et ce qu'elle traverse, pour essayer tout de suite de mettre en pratique
quelque chose qui pourrait être un framework, une façon de faire, et ce cadre-là de comment tu mets en pratique ça, il est très rigoureux en fait. Plus tu personnalises l'expérience de formation, plus tu appelles à ce que ce qui est important pour la personne et le cadre dans lequel elle travaille ou ce qu'elle traverse, plus en fait tu as des chances que l'impact de la stimulation qui va ressortir de l'interaction soit fort. Et ça, côté formateur ou formatrice, bah, c'est hyper important justement de prendre ça en considération. Et typiquement sur les soft skills, bah ça c'est hyper important en fait. Quand tu parles de soft skills, par exemple, on va prendre le sujet des stakeholder management. Si tu essaies d'appliquer une manière générale que tu connais de gérer les stakeholders, on va te dire de prendre de la distance, on va te dire de faire de la communication violente, c'est très bien, mais si tu sais pas en fait comment la personne elle se comporte, comment elle est, qu'est-ce qui est important pour elle, quelles sont ses émotions fortes, ses émotions faibles, et de comment elle interagit avec les autres, bah t'as de fortes chances que ce que tu essaies d'appliquer, ça rentrera dans une oreille, ça sortira par l'autre. Donc c'est un équilibre en fait entre guillemets entre apporter des contenus qui sont qualifiés et on va dire qui apportent de la valeur par rapport au contexte, mais en même temps que toi tu connaisses bien et que tu apportes vraiment la précision sur le contexte de la personne. Qu'est-ce qui est le plus dur à maîtriser quand on fait du produit? Savoir s'arrêter, je dirais. Tu vois, là je pars sur parce que tous les sujets techniques entre guillemets c'est des sujets en fait quand tu les bosses à fond et que tu les prends les uns après les autres, ça je pense que c'est pas le plus dur. Tu veux maîtriser la B-test, bon bah voilà, tu te mets à fond dessus. Tu veux maîtriser un framework de priorisation ou comment faire de la discovery et des entretiens utilisateurs, c'est des choses qui continuellement en fait la technique tu vas l'apprendre parce que tu vas travailler dessus. Par contre sur la partie effectivement time management, energy management, je trouve que ça c'est le plus dur et je le vois beaucoup en fait en échangeant avec des profils qui viennent d'entrer sur le marché où en fait ils ont beaucoup de mal à justement se cadrer eux-mêmes sur leurs propres limites et les limites qu'ils veulent appliquer à l'environnement dans lequel ils travaillent. Parce que justement tu peux te retrouver si tu veux un peu avalé par cette euphorie de tu viens de commencer un métier qui est passionnant dans lequel tu peux toucher à tout et du coup tu veux tout faire, tu veux tout résoudre et tu veux tout apprendre et en fait c'est très difficile. On dit que c'est très difficile de savoir dire non en tant que product manager aux autres. Je trouve que c'est aussi difficile de savoir se dire non à soi-même et ça tu vois on le dit pas souvent je trouve. Et je sais pas, je pense que c'est quelque chose qui est très important, c'est justement de se dire bah non là ça je prends pas, mais tu le dis pas aux autres, tu le dis à toi-même et pour telle raison. Et ça je trouve que c'est vraiment un des éléments les plus durs, ou même moi aujourd'hui et même plein d'autres qui sont beaucoup plus expérimentés que moi avec qui j'échange rebondissent là-dessus. Donc tu vois on reste encore un peu dans le domaine des soft skills, mais plus justement tu te connais, tu sais comment tu apprends et ce que tu es capable de faire, plus tu connais tes limites, en fait mieux tu es capable de te développer et de devenir de passer de très bon à un excellent product manager. Là où justement tu t'essaieras pas de tout faire et de tout englober. Dans le premier épisode de ce calendrier de l'Avent, Fabrice Desmazeries disait que le produit avait évolué et que désormais, c'était globalement admis que le mindset comptait plus que les diplômes, ce qui du coup ouvrait la voie à plein de nouveaux profils grâce à la reconversion, à l'alternance et au stage. Et du coup, je voulais parler un peu est-ce que tu partages ce point de vue déjà? Et ensuite, comment est-ce que tu vois les bootcamps qui sont arrivés depuis 2-3 ans? Donc on a parlé de Maestro tout à l'heure, il y a aussi Noé. Comment est-ce que ces formations, du coup, elles impactent le monde du produit aujourd'hui? Je pense que Fabrice a raison à 100%. Aujourd'hui, de toute manière, j'ai jamais, après, voilà, je suis pas là, c'est une vérité, je connais pas tout, mais j'ai jamais connu quelqu'un qui recrutait un product manager sur diplôme. Parce que déjà, il y a pas beaucoup de diplômes. Mais donc, effectivement, le mindset, il est très important. Comment tu comprends le métier de product manager et comment tu te vois l'appliquer, je pense que ça fait vachement la différence, surtout comment tu dois évoluer. Donc ça, là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Et après, effectivement, sur la partie façonnage du marché par rapport au bootcamp, en fait, naturellement et par une logique numéraire et quantitative, en fait, de plus en plus de gens qui arrivent sur le marché sortent de ces formations, que ça soit Noé, Maestro, Public Classroom ou d'autres, je les connais pas toutes, mais il y en a d'autres. Ça fait qu'en fait, ça uniformise un petit peu, si tu veux, la façon de faire et la façon de penser dans le bon sens et dans le mauvais sens. Dans le bon sens parce que justement les bonnes pratiques qui sont faites dans ce bootcamp là, c'est que d'une certaine manière ça popularise une façon de faire et ça revient un peu à ce qu'on disait en introduction que le marché évolue et le marché est en train de croître et que le marché devient un peu plus proche du culture produit
forte, même s'il y a encore plein de choses à faire. Et de l'autre côté, ça, je pense que ça va évoluer et qu'au final les bootcamps seront amenés à évoluer. Alors soit il y en aura d'autres, soit ce seront des bootcamps qui viendront s'enrichir justement pour aller chercher une pièce supplémentaire, soit niveau industrie, soit niveau métier, soit niveau purement produit. Au final, aujourd'hui on s'adresse beaucoup à des juniors. Aujourd'hui il n'y a pas forcément énormément de formation pour les seniors par exemple. Je sais que TIGA en fait quelques-unes, des cabinets de conseil aussi en font quelques-unes. Voilà, je connais pas tout, tu vois, là-dessus, mais je pense que progressivement, tu vas voir cette offre venir s'enrichir parce qu'on va accompagner en fait les gens qui sont sortis de ces bootcamps-là et qui ont évolué d'ici quelques années. Donc voilà, c'est plutôt bon signe et ça montre aussi que on est capable d'apporter une offre qui répond à un besoin. Donc ça, c'est cool. Pour terminer, est-ce que tu aurais 3 conseils que tu pourrais partager pour ceux qui souhaitent justement continuer à apprendre et à progresser tout au long de leur carrière dans le produit? Ouais, j'ai déjà un peu dit, mais je vais les répéter. Première chose, maximiser vos échanges avec des pairs, ça sur Peers ou pas, je suis pas là pour faire de la pub, mais justement essayer plein d'autres plateformes de mise en relation, que ce soit dans votre réseau, que ce soit dans votre entreprise, que ce soit de la part d'un collègue. Gardez des échanges informels, où vraiment vous discutez de manière désintéressée pour vous laisser porter, et utilisez aussi des échanges plus formels, plus cadrés, qui vous permettront de monter en compétence sur différents sujets. Ça, je pense que c'est un bon premier point. Deuxième point, se structurer et qualifier sa propre veille. Ça me paraît important, donc savoir en fait de quoi on a besoin, qu'est-ce qui est important pour monter en compétences, qu'est-ce qui nous manque en termes de compétences, et après se donner les moyens avec des outils simples, faciles d'accès et qui vous prennent pas trop de temps pour monter en compétences. Voilà. Et j'en rajouterai donc 3 et 4. 3, continuer la mise en pratique le plus possible, que ce soit dans votre quotidien, que ce soit en entreprise, que ce soit si vous avez du temps à côté, que vous voulez lancer un petit projet, essayez au max justement de mettre en application ce que vous avez appris le plus rapidement possible. Voilà, toujours dans une logique de test and learn. Hein. C'est très bien aussi de se dire, par exemple, je vais pas essayer de consommer trop de contenu de veille, mais je vais juste essayer de consommer des choses sur un sujet et je vais le tester 2-3 fois. Ça, je pense que c'est une très bonne pratique. C'est juste qu'on n'a pas forcément toujours l'opportunité dans son quotidien d'entreprise de tester plusieurs fois quelque chose parce que voilà, on a tellement de choses à faire. Donc ça, c'est le 3e point. Et puis le dernier point, voilà, je l'ai déjà dit un peu avant, mais voilà, n'essayez pas de tout faire. Vous pourrez pas tout apprendre, vous pourrez pas tout tacler sur le produit, et c'est pas grave, et c'est ok, et c'est très bien comme ça. Donc essayez plutôt de faire les choses qui vous plaisent et qui vous donnent envie encore de faire du product management. Et sélectionner voilà les éléments ou les composants, les zones d'effort dans votre apprentissage qui vous paraissent cohérentes pour votre carrière et puis pour les choses qui vous font plaisir. Voilà. Si déjà vous arrivez à faire ça, c'est très bien. Et après, si vous voulez faire un peu plus, aller encore un peu plus loin, tant mieux, lancez-vous, faites-le, mais ayez connaissance de vos limites. Trop cool. Merci beaucoup d'avoir participé à ce calendrier de l'avant du produit. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou un mot de la fin? Non, écoute, c'était très sympa à toi de me donner la parole. Je te remercie très vivement et je te félicite dans tout le monde parce que je trouve que c'est une super initiative. Je t'avais déjà dit en off et voilà, je voulais le remettre en avant. Ça rentre vraiment dans cette logique de donner accès à tout le monde, justement différentes voies, différentes façons de faire, différentes personnalités, et ça c'est toute la richesse du produit. Donc je trouve ça super cool. J'encourage tout le monde à lire quand ils ont le temps et quand ils peuvent les épisodes, pas forcément tous les épisodes. Voilà, ça serait contradictoire avec ce que j'ai dit avant, mais sélectionnez les épisodes qui vous paraissent le plus intéressants. Et voilà. Et voilà, cet épisode du calendrier de l'avant du produit est maintenant terminé. J'espère que vous l'avez apprécié. Je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve demain pour un nouvel épisode. À demain!